Bienvenue à vous qui êtes dans cette salle, dans le centre Aména, voilà. Peut-être vous avez un petit peu plus de chance que tous ceux qui sont, ceux qui sont derrière leur écran ont quand même de la chance parce qu'ils vont être avec nous. Merci à tous aussi, vous de l'autre côté, c'est une première, je me lance. C'est pas facile de faire ce genre de choses, tout au moins pour moi. Je peux faire des choses là-haut. Je l'ai fait un petit peu moins en bas. Donc, on a quand même des personnes, presque une centaine de personnes, un petit peu partout en France. On a aussi la Belgique, la Suisse, l'Espagne. Et je vous remercie tous pour suivre cette conférence donc ce soir. Et avec plaisir, naturellement, de vous accompagner et de partager ensemble et de réfléchir ensemble aussi. Donc, alors, vous, pratiquement, peut-être pas tous ne me connaissez, mais il y en a de l'autre côté, là-bas, qui ne me connaissent pas. Donc, je vais quand même me présenter. Vous me connaissez pour certains, mais ce n'est pas un secret. Je m'appelle Monique. Donc, voilà, je suis à l'origine de la création de technique qui s'appelle Aména. Je suis maître Reiki, je suis maître dans d'autres domaines spirituels et aussi écrivaine. Et puis, j'enseigne, bien sûr, puisque comme je suis un maître, eh bien, j'enseigne. Et donc, on va aujourd'hui parler un petit peu donc, des énergies. On va réfléchir un petit peu ces énergies qui guérissent, comment nous sommes créés, comment elles peuvent agir sur notre corps, comment on peut les recevoir. On va essayer de faire un tour d'horizon un petit peu sur tout ça. C'est pour ça que vous êtes venus ce soir. Et je vous remercie bien sûr d'être aussi nombreux dans cette salle. Alors, juste pour terminer avec tout le monde, la séance de ce soir, la conférence de ce soir est enregistrée et toutes les personnes qui sont présentes d'un côté ou de l'autre auront l'enregistrement dans les jours qui suivent. Alors, après cette petite introduction, nous allons tout de suite aller dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment nous sommes créés énergétiquement, puisque c'est quand même par là qu'il faut commencer. Si on veut savoir un petit peu qu'est-ce que font toutes ces énergies qui régissent le monde, il faut quand même savoir comment nous sommes créés énergétiquement. Alors ça, c'est une grande question quand même, parce que on va dire quand on va naître, on est quand même en chair et en os, et loin de là de penser que finalement, peut-être, on était peut-être autre chose avant. Eh bien oui, on était quand même une énergie. Alors, de cette énergie, naturellement, on va passer à la matière. Alors, je ne vais pas faire tout un exposé du passage de l'énergie à la matière, mais ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'à l'origine de la création, nous sommes une énergie et que petit à petit, cette énergie va venir s'installer dans la matière et créer ce qu'on appelle des êtres humains qui sont avant tout des êtres énergétiques, puisque sans énergie, eh bien, nous ne pourrions pas vivre. Donc, la plupart des personnes ont oublié, bien sûr, qu'au départ, eh bien, nous étions une énergie. Une énergie qui veut dire quoi? Qui veut dire vibration, qui veut dire mouvement, qui veut dire aussi quelque chose qui vit et qui, à travers notre corps, eh bien, va être en mouvement, va créer la vie au départ et donc va nous donner un potentiel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'être humain, il est créé à partir de notre création énergétique. Ça veut dire que tout ce que nous avons à l'origine dans l'énergie va se mettre dans la matière. Ou, si je le dis dans l'autre sens, notre corps physique dans la matière est calqué sur notre structure énergétique, sur tout ce qu'on est en énergie. Alors, je vais dire de façon plus claire. Nous avons une colonne vertébrale, par exemple, qui correspond à un canal central d'énergie. C'est-à-dire que dans la matière, on a la colonne vertébrale. Dans l'énergie, on a un canal central d'énergie qui nous traverse, qui rentre par la tête, qui ressort entre les jambes. D'accord? Si on veut aller un peu plus loin, pour qu'on aille un petit peu plus dans l'information, eh bien, on a aussi, ce qui est indispensable à la vie, enfin tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, de toute façon, est indispensable à la vie, on a par exemple des glandes endocrines.
ces glandes endocrines qui sont placées sur le canal central d'énergie, qui sont comme des réservoirs, on le reverra tout à l'heure, qui correspondent. Vous ne croyez pas que je vais vous allez travailler quand même un peu. Les chakras, voilà, des chakras. C'est-à-dire que ces glandes endocrines vont correspondre aux chakras et vont donner naturellement comme un réservoir d'énergie, je vous l'ai dit un petit peu avant, et vont être donc reliées à ce canal central d'énergie. Et puis, nous avons, on ne va pas tout reprendre ce qu'il y a dans le corps, bien sûr, mais nous avons des veines avec du sang et nous avons des veines avec des énergies. Ces veines avec ces énergies, elles sont à l'intérieur de nous et elles sont aussi à l'extérieur de nous. Alors ça, c'est un petit peu ça qui est magique, parce que finalement, eh bien, nous n'allons pas nous arrêter énergétiquement à la peau, mais ces veines énergétiques, eh bien, elles vont être à l'intérieur et à l'extérieur, plus ou moins grandes, plus ou moins petites. Ça, on le verra tout à l'heure quand on va expliquer un petit peu le travail des énergies sur le corps physique. Donc, nous avons cette information de comment nous sommes créés dans la matière, dans l'énergie. On le fait, je ne vais pas reprendre tous les organes, etc., mais en tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ça, naturellement, notre corps physique, nos chakras, nos veines, notre sang, etc., forment ce que j'appelle la structure énergétique, c'est-à-dire votre maison. C'est-à-dire tout ce qui vous englobe à la fois dans la matière et à la fois énergétiquement forme ce qu'on appelle une structure énergétique. Mais ce n'est pas n'importe quoi cette structure énergétique. Pour moi, le nom de structure énergétique, j'ai un petit peu inventé moi-même parce que je trouvais que ça représentait vraiment l'être humain dans son ensemble. Mais cette structure énergétique, elle ne comporte pas ça non plus, ne comporte pas que ça non plus. Elle va être aussi, qu'est-ce qu'elle va comporter? Ceux qui ont l'habitude un petit peu de ce que je fais dans mon travail. Non, ça ne vous dit rien? Eh bien, nos mémoires, par exemple. Tout ce qu'il y a dans cette structure sera inclus de notre vie actuellement et de toutes nos vies. Nos émotions, nos joies, nos peines, etc. Toute la partie émotionnelle est comprise dans cette structure énergétique. Et puis aussi toutes nos capacités, toutes nos potentialités, tout ce qui se passe sur le plan physique, mental, spirituel. C'est notre maison dans sa totalité. Elle peut être d'1 mètre autour de nous, elle peut être mètre de plusieurs kilomètres. En tous les cas, en fonction de comment nous sommes, de notre conscience, de nos vibrations, de notre travail que l'on fait sur le plan spirituel ou dans la matière, bien évidemment, eh bien, cette structure énergétique, elle sera plus ou moins grande et elle sera notre potentiel que l'on pourra ou pas, avoir conscience, parce qu'on n'a pas, peut-être même que certains d'entre vous, avant de venir ici, ne savaient pas que on avait une structure énergétique, on avait des choses à l'extérieur de nous et qu'on pouvait naturellement s'en servir pour pouvoir grandir ou continuer son chemin d'évolution. Donc, on a cette structure. Je vais quand même peut-être ajouter quelque chose aussi, parce que ça c'est important, je l'ai sauté un petit peu, c'est que aussi à l'intérieur de nous, nous avons naturellement tous nos corps subtils. Là, je vais quand même insister un petit peu plus aussi parce que les corps subtils, ils sont vraiment placés à l'intérieur de nous. Souvent, on le voit placé à l'extérieur dans les livres, mais ce qui est à l'extérieur, ce ne sont pas les corps subtils. Quand je dis les corps subtils, on peut dire par exemple le corps émotionnel, le corps astral, le corps mental, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On en connaît certains, on ne va pas tous les nommer. Le plus petit, c'est lequel le plus petit? L'âme. Ce qu'on pourrait appeler l'âme, par exemple, ou le corps divin, ou le cœur sacré, ou le jardin secret, ou vous l'appelez comme vous voulez. Ça n'a pas d'importance. C'est le plus petit. Et c'est le plus petit, mais c'est celui qui va vibrer le plus à l'extérieur de nous.
Mais les vibrations de ces corps qui vont sortir à l'extérieur de nous ne forment pas la structure énergétique, mais forment ce que l'on appelle l'aura. Vous voyez? Donc, en plus de tout ça dans cette maison, vous avez naturellement la répercussion énergétique de tous ces corps que vous avez à l'intérieur de vous. Ça va jusque-là, vous me suivez? Très bien. Ce qui est important aussi à noter, dans cette compréhension de comment nous sommes créés énergétiquement, c'est que tout est vraiment placé dans un ordre, suivant des lois, suivant une géométrie sacrée. C'est-à-dire que l'être humain, alors je vais le prendre tout au départ parce que vous avez bien compris qu'au cours de la vie, on a quand même quelques petits dérèglements, quelques petites choses qui font que ça ne fonctionne plus de la même façon. Mais si on prend chaque être humain au départ dans la vie, eh bien, en théorie, nous sommes tous créés de la même façon. On appelle donc la création, ça se situe au niveau de la géométrie sacrée. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont ces notions-là, mais on le retrouve partout dans la nature, quelles que soient les créations sur la Terre, nous sommes tous créés à partir de la géométrie sacrée. Il y a un ordre qui est respecté. Il ne faut pas croire, dans la partie invisible, l'ordre est primordial. Les lois sont fondamentales et incontournables. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure parce que c'est vraiment très important quand on va donner un soin à quelqu'un ou quand on va le recevoir de manière à savoir vraiment ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait. Donc, on a donc tout cet ensemble sur, j'allais dire, comment nous sommes créés énergétiquement entre tout ce qui est dans la matière, tout ce qui est à l'extérieur de nous et tout ce qui forme notre structure énergétique qui nous permet donc de vivre. Ça va jusque-là? Oui, très bien. Alors, l'autre chapitre, c'était que se passe-t-il au cours d'un soin énergétique? Maintenant, on a vu comment on était créé énergétiquement, cette énergie qui normalement circule à l'intérieur de nous, puisqu'on a des canaux, on a des veines énergétiques, il y a bien une énergie qui circule à l'intérieur de nous et qui fait que nous pouvons être en vie. Sans cette énergie, je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas vivre. Et à partir de là, d'ailleurs, j'allais vous dire, si on ne sait pas qu'on a de l'énergie à l'intérieur de nous, c'est bien compliqué pour savoir que l'on peut recevoir, par exemple, un soin énergétique. Il y a des personnes, alors pas vous, parce que vous êtes là, ou peut-être certaines personnes qui sont là viennent pour mieux comprendre et avoir un peu plus de connaissances dans ce domaine, mais sachez quand même qu'il y a beaucoup de personnes, je ne vais pas dire la plupart non plus, quand même, il ne faut pas exagérer, mais n'ont pas cette connaissance que l'on a de l'énergie à l'intérieur de nous ou qu'on peut recevoir des soins énergétiques ou que l'énergie nous permet de vivre. Alors, que se passe-t-il au cours d'un soin énergétique? Je suis obligée de continuer de parler. Voilà, alors, changer d'énergie. Échanger. Ah, échange d'énergie. Pas vraiment échanger d'énergie. On ne peut pas échanger les énergies. Déjà, alors, transmettre une énergie, c'est-à-dire que se passe-t-il au cours d'un soin? La personne, elle va donc recevoir une énergie. On va comparer un petit peu tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme si c'était par exemple un fleuve. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais laisser le téléphone jusqu'à ce qu'on commence au cas où. Et je vais donc le fermer. Donc, on va considérer comme un fleuve, par exemple, ce canal central d'énergie, si c'était une rivière. Une rivière, l'eau qui coule, ce fleuve, naturellement, il va y avoir, à partir de ce fleuve, des rivières. De ces rivières, il va y avoir des petits ruisseaux, etc. Ou des rivières, et puis ensuite, donc, des ruisseaux.
Nous avons notre canal central d'énergie, nous avons des canaux centraux, nous avons d'autres canaux et nous avons des veines énergétiques. Vous vous souvenez de tout ça, d'accord? Donc, on va considérer que quand on donne un soin à quelqu'un, eh bien, cette énergie, elle va aller courir, j'allais dire, dans tous les endroits pour aller se faufiler et puis redonner une énergie dans des endroits peut-être qui n'avaient plus d'énergie ou tout simplement parce que l'on a envie eh bien, d'être bien et puis de recevoir un soin pour pouvoir être en bonne santé. Alors, bien évidemment, si vous connaissez comment fonctionnent les fleuves, les rivières, les ruisseaux, parfois il y a des barrages, parfois il y a des amas de branchages qui font que l'eau ne peut pas couler, ou il peut y avoir des détournements parce qu'à un endroit, ça ne peut pas passer. Eh bien, en énergie, c'est pareil. Il peut y avoir des endroits où l'énergie ne peut pas passer parce qu'à cet endroit-là, il y aura eu un accident, parce que cet endroit-là, il y aura eh bien, une émotion trop forte et qui aura bloqué quelque chose, ou parce que l'on a une maladie, ou qu'on est eh bien, déprimé, ou peu importe ce qu'on peut avoir. En tous les cas, en fonction de là où nous en sommes, eh bien, cette énergie peut très bien ne pas circuler comme il le faudrait dans tous les endroits, dans toutes ces veines, dans tous ces fleuves, dans toutes ces rivières, c'est-à-dire tous nos canaux. Avez-vous une idée de combien on a de canaux énergétiques, de veines énergétiques à l'intérieur de nous? Oh, il y en a qui devraient savoir. Hein? 72? 60 000? 134 000. Ah, un prêt. Hein? Excusez. Comment ça se compte? Ah, alors là, comment ça se compte? Alors là, ce sont j'allais dire, des informations ancestrales. Hein, voilà, c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment de très très loin. Et puis, je vous ai parlé aussi des chakras tout à l'heure. Donc ça, c'est très important parce que ces chakras sont, j'allais dire, la connexion de deux veines énergétiques. Si vous avez deux veines qui sont comme ceci, vous voyez, mes poignets forment ce qu'on appelle un chakra. C'est-à-dire, c'est l'intersection entre deux veines énergétiques. Ça forme un chakra. C'est comme un robinet. C'est-à-dire qu'on a plein de robinets partout, des plus grands, des plus petits, des tout petits. Vous avez bien compris que si une énergie n'arrive pas quelque part, c'est sans doute parce que ce robinet-là est fermé. Des chakras, on en a à peu près 80 000, 88 000 à peu près, je crois. Hein? C'est-à-dire que chaque intersection ou chaque connexion de deux veines ou de canaux forme ce qu'on appelle un chakra. Donc, imaginons, on va prendre un exemple. Imaginons, je me suis fait une fracture au niveau du poignet. L'énergie qui rentre à l'intérieur de moi, qui rentre par la tête, voilà, ou qui remonte par le bas du ventre, qui circule, elle va descendre le long du bras. Et là, je me suis fait une fracture, eh bien, l'énergie va avoir du mal à passer. Parce qu'à cet endroit-là, eh bien, il y a eu quelque chose qui a fait que eh bien, le barrage s'est placé, les chakras, nos petits robinets se sont fermés. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que quand l'énergie va venir, les chakras vont se rouvrir et l'énergie va pouvoir passer. Alors, on dirait si c'est magique ou pas magique, en tout cas, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on va recevoir un soin, eh bien, cette énergie va aller dans tous les endroits, comme je vous disais il y a quelques instants, pour pouvoir ramener un équilibre et pouvoir ramener une information à l'intérieur du corps de la personne. Alors, très bien. Alors, ce qui est important aussi, c'est de considérer ce que nous avons aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons naturellement dans la matière, nos organes, les os, la chair, la peau, etc. Mais on a aussi quelque chose de très important qui est l'eau. Hein? L'eau va jouer un rôle important à l'intérieur d'un soin énergétique, c'est-à-dire qu'elle va aussi prendre l'information. On sait
naturellement que l'eau, c'est le meilleur conducteur, c'est celui qui va donner le plus d'informations. C'est très, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont écrites à ce niveau-là, hein, quand on parle de la conscience, de la mémoire de l'eau, etc. Eh bien, l'eau va jouer un rôle important parce que l'eau, on l'a partout, notamment dans les cellules, dans le corps, dans toutes nos bactéries, etc. Donc, à chaque fois qu'on va redonner une information au niveau de l'énergie, l'eau aussi, elle, sera informée de cette énergie. On y reviendra aussi tout à l'heure par rapport à cette notion de soins quand on abordera plus le Reiki ou les soins MENA. Donc, dans ce chapitre où on parle de réception de ce soin énergétique, eh bien, ce qu'il faut considérer, c'est que tout ce travail qui se met en place, le but de ce travail quand on reçoit un soin énergétique, c'est retrouver un équilibre qui était disparu. Hein? On retrouve cet équilibre, on retrouve plus de fluidité, on va ramener un état beaucoup plus tranquille à l'intérieur de la personne et on va, j'allais dire, équilibrer ces énergies de la tête jusqu'aux pieds, enfin, si vous pouvez être plus comme ça, de la tête jusqu'aux pieds pour que la personne retrouve elle-même sa propre guérison. Vous me suivez jusque-là? Oui? Très bien. Donc, on comprendra bien sûr que, alors, quand je vous parle bien sûr de tranquillité, de paix, etc., il faut aussi comprendre que une personne qui a un accident ou qui a eu un problème, une opération ou une maladie, effectivement, on va à la fois travailler sur la partie physique de la personne, mais on va aussi travailler sur toute cette partie, j'allais dire, d'équilibre, parce que c'est à partir de cet équilibre aussi que la personne va retrouver le chemin de sa propre guérison. Alors, on aborde un chapitre quand même qui est intéressant, puisque c'était quand même une des raisons de cette conférence, c'est-à-dire le Reiki. Qu'est-ce que le Reiki? Alors, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure dans le la partie précédente, c'est-à-dire, il faut déjà qu'une personne ait la capacité de comprendre tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire accepter qu'on est un être énergétique, comprendre qu'il y a des énergies qui circulent à l'intérieur de soi, avoir ce qu'on appelle des chakras, avoir des veines énergétiques, comprendre que finalement, grâce à ça, eh bien, on peut aller vers une guérison. Alors, ce n'est pas donné à tout le monde, hein, c'est-à-dire que si déjà on ne sait pas que l'on est créé comme ça, c'est sûr qu'on ne va pas aller chercher un soin énergétique. Donc, vous qui êtes ici, bon, je ne vais pas dire que vous êtes un peu plus avancé que les autres, non, mais vous avez déjà cette connaissance. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, souvent, quand j'enseigne, ceux qui ont déjà suivi des enseignements avec moi vont rire et vont sourire. Je dis toujours que c'est comme la tarte aux fraises des bois. Tant qu'on ne l'a pas goûtée, on ne sait pas quel goût elle a. Mais si on ne sait pas en plus que la tarte aux fraises des bois existe, bon, on est sûr qu'on ne va pas aller la manger. Eh bien, c'est la même chose pour nous au niveau de l'énergie. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette connaissance au niveau des énergies, malheureusement. Mais allez, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en ce moment pour qu'on puisse y arriver. Donc, avant tout, c'est notre capacité donc à reconnaître que nous sommes un être énergétique et que cette énergie va pouvoir nous apporter quelque chose. Qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki, c'est une technique manuelle de guérison qui a été redécouverte, hein, on ne va pas dire découverte, redécouverte dans les années 1890 par donc, le docteur Mikao Usui, qui était un doyen d'une université donc, au Japon. Alors, je ne vais pas reprendre ce qu'a fait ce doyen, mais en tous les cas, lui, à travers tout son travail et son cheminement, il a redécouvert cette énergie universelle qu'il pouvait recevoir et ensuite retransmettre à travers ses mains pour apporter une information à la personne qui venait chercher un soin.
ce n'est pas lui qui la découvre, c'est quelque chose que déjà les êtres humains pouvaient faire il y a très très longtemps, j'allais dire même à l'origine de la création humaine, mais très certainement, au fil des éons, l'être humain a oublié qu'il avait ses capacités et aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de faire comprendre que l'on peut transmettre une énergie à travers les mains. Donc, au fil des années, depuis 1890, eh bien, il y a eu des personnes qui ont transmis et qui ont redonné cette information pour qu'aujourd'hui, eh bien, le Reiki arrive. Alors, il faut savoir qu'il est arrivé en Occident seulement dans les années 1960. Ce n'est pas si vieux que ça. Hein? Et que quand c'était en 1960, c'était déjà très peu de personnes. C'était pas divulgué, non pas que ce soit secret, hein, ce n'est pas du tout une secte, c'est pas quelque chose de, mais c'était pas du tout naturellement dans l'ordre du temps. Et c'était vraiment des choses qui se faisaient vraiment de maître à élève, très, j'allais dire très discrètement, et qui n'étaient pas tout à fait développées, à la différence de maintenant. Donc, j'allais dire aussi qu'à l'origine de la création de la réception de cette énergie, parce qu'au début, elle s'appelait Rakuke, elle ne s'appelait pas Reiki, eh bien, c'était avant tout un travail d'évolution spirituelle profonde. C'est-à-dire que la personne qui allait eh bien, travailler en Reiki ou recevoir une initiation en Reiki, on le verra après, c'était pour son évolution spirituelle profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé précieusement parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne passe plus en priorité pour les personnes qui reçoivent des enseignements Reiki. Pour moi, c'est une des valeurs fondamentales du Reiki, c'est-à-dire aller sur un chemin d'évolution spirituelle profonde de manière à mieux comprendre qui nous sommes, comment nous travaillons, enfin, comment nous sommes, qui nous sommes, à la fois dans la matière, à la fois dans cette partie invisible, et comment l'on peut faire pour pouvoir retransmettre une énergie à quelqu'un avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec cet ordre, avec ces lois universelles, avec bienveillance et avec naturellement une connaissance. Et j'insiste vraiment lourdement là-dessus, mais vous allez voir tout à l'heure pourquoi, parce que je fais partie naturellement des personnes un peu guerrières. Donc, cette technique manuelle de guérison qui est appelée le Reiki, eh bien, pour faire assez rapidement tout de suite, et je reviens après, c'est donc imposition des mains sur la personne. Donc, on reçoit une énergie, la personne qui a été initiée en Reiki reçoit une énergie, retransmet cette énergie à travers ses mains sur le corps de la personne, selon un protocole unique à toutes les personnes qui sont praticiens Reiki dans le monde. C'est-à-dire qu'en théorie, toutes les personnes qui ont été initiées en Reiki font la même chose. C'est-à-dire, on commence par la tête et on finit par les pieds, hein, selon un protocole qui est donc appris. Alors, me direz-vous, alors oui, l'imposition des mains, soit elle se fait sur le corps de la personne, délicatement posée, bien sûr, on ne va pas appuyer, donc délicatement posée, ou soit ça va être légèrement au-dessus, si on ne veut pas toucher la personne, naturellement, on ne va pas monter à 2 mètres. Hein. Voilà, donc ça, c'est la notion d'imposition des mains. Alors, pour revenir un petit peu à ma situation de guerrière, hein, vous me demandez bien pourquoi. Bien, parce que pour pouvoir donner un soin, pour pouvoir devenir praticien en Reiki, il faut suivre des enseignements. Ces enseignements qui sont transmis, ce qu'on appelle par des maîtres Reiki. Alors déjà, le mot maître dans tous les pays voilà, d'origine, comme le Japon, etc., ça ne pose pas de problème. Dès qu'on va employer le mot maître en Occident, ou tout au moins, et même surtout en France, ça commence à poser un peu de soucis parce qu'il y a toujours cette idée, soit d'ego, soit de pouvoir, soit d'avoir raison, etc. Alors que le maître, celui qui enseigne en Reiki, est à la disposition, au service de ceux qui viennent,
il se place à côté, j'allais dire, à côté d'eux pour naturellement marcher à côté d'eux et avec eux. Alors, là aussi où ça devient un peu compliqué et surtout actuellement, c'est que depuis tout à l'heure, je vous parle en vous disant initiation. Et si vous regardez un petit peu, ou si peut-être pas, vous ne l'avez peut-être pas vu avant, mais vous allez peut-être le voir après, eh bien, la plupart des gens aujourd'hui n'emploient pas le mot initiation. Parce que le mot initiation, ça va avoir une connotation particulière, ça peut donner peur. Il y a aussi, en France, c'est très compliqué, hein, les initiations. Alors que pour moi, depuis que j'initie, ça fait presque 20 ans maintenant, il n'y a eu aucun problème de dire, eh bien voilà, les praticiens ont un enseignement à partir d'initiations. Des initiations qui sont transmises de façon ancestrale, c'est-à-dire vraiment l'initiation telle qu'elle est pratiquée depuis très longtemps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va initier, le maître initiateur ou le maître enseignant, va pouvoir permettre à travers ses enseignements de donner à la personne initiée un autre niveau de conscience, va lui permettre d'avoir une autre vibration et lui permettre de recevoir une énergie pour qu'à son tour, eh bien, cette personne puisse retransmettre cette énergie. Et c'est là toute la différence qu'il y a entre ce que vous pourrez voir parfois sur Internet ou dans d'autres circonstances. Voilà, je vais faire une formation de Reiki, je vais faire une réunion de Reiki qui n'a rien du tout à voir avec une initiation. Donc là, c'est vrai que je ne veux pas dire que je me bats parce que je ne vais pas aller jusque-là, mais je suis absolument rigoureuse là-dessus parce que de plus en plus, eh bien, on va voir des initiations à distance. On va voir des gens qui vont avoir des enseignements en 1 heure, en 2 heures, etc. Alors que le travail qui se fait vraiment de façon ancestrale, eh bien, il est fait j'allais dire, comment on dit, au même endroit, pardon? Oui, voilà, en face à face, dans la même pièce, en passant vraiment, déjà avec peu de monde, pour pouvoir, suivre chaque personne, lui donner tout son potentiel, la comprendre, l'aider, et puis pouvoir faire en sorte, qu'elle puisse aller sur son chemin d'évolution et travailler naturellement aussi avec ses mains, puisque l'initiation, c'est aussi pour pouvoir recevoir une énergie et pour soi ou pour travailler pour soi et pour les autres. Mais ça, voilà, ça, je suis vraiment absolument rigoureuse là-dessus parce qu'aujourd'hui, si le Reiki a du mal un petit peu à trouver son cheminement, c'est parce que, et en plus, avec naturellement les confinements, eh bien, un travail qui s'est développé, des enseignements qui sont développés à travers Internet, à travers Zoom, etc., où on ne peut absolument pas recevoir les mêmes informations à travers Zoom que quand on est dans une même pièce avec la personne qui enseigne. Vous me suivez? Là, je me sens bien là. Bien, alors, donc effectivement, j'ai été plus vite que mes feuilles. Donc si vous voulez, à travers ça, donc la personne qui va donc recevoir ces initiations, ces enseignements, eh bien, on assiste donc sur cette partie spirituelle et aussi donc sur cette partie où la personne va pouvoir recevoir cette énergie et naturellement, à son tour, apprendre à la transmettre pour elle et pour les autres. On a bien compris à travers ça que pour pouvoir, continuer, on va placer, comme je l'ai dit toujours, le travail sur un socle solide, c'est-à-dire que quand
on a été initié en Reiki, on va naturellement avoir des bases qui vont permettre naturellement d'avoir une évolution favorable, de grandir, de pouvoir avoir une vision différente, des vibrations différentes et pouvoir, eh bien, à un moment donné, donner des soins pour les autres. Alors, là-dessus aussi, tout à l'heure, je vous disais que c'était l'imposition des mains du praticien sur la personne. On va insister tout le temps en disant, eh bien, ce n'est pas le praticien qui guérit, c'est la personne qui vient chercher sa propre guérison à travers une énergie. Là, on est absolument formel là-dessus. Hein, c'est le fait de recevoir une énergie qui permet à la personne de se prendre en charge pour sa propre guérison. On ne peut absolument pas obliger une personne à guérir. Le praticien n'a pas le droit de dire qu'il va guérir une personne. La guérison appartient à celui qui vient la chercher. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est quelque chose qui est absolument primordial, tout au moins dans tout ce qui est Reiki, soit énergétique un peu plus loin, mais en tous les cas pour ce qui est du Reiki. Alors, je ne vais pas non plus insister trop longuement très longuement, pardon, sur les initiations, à savoir juste qu'il y a 4 niveaux d'initiation. Le premier où on apprend à recevoir une énergie, le deuxième où on va apprendre à donner un soin à distance à une personne qui n'est pas à côté de nous, et puis on va aussi avoir le troisième niveau qui est la première partie de la maîtrise, et ensuite on aura la maîtrise. Hein. Alors, on est bien évident, vous avez bien compris que ça ne va pas se faire en 15 jours. Là, le premier et le deuxième sont faits, bon, pas trop loin. Et puis après, il y a naturellement un temps imparti pour que naturellement l'initié puisse faire le chemin avec son maître et puis travailler en fonction de ce qu'il a à travailler. Alors, c'est là aussi où, j'allais dire, non pas que ça coince dans la reconnaissance du Reiki au niveau scientifique. Je sais que dans la salle ici et de l'autre côté, il y a des médecins et des scientifiques, mais c'est difficile aussi à faire reconnaître les soins énergétiques dans le monde médical ou au niveau de la recherche. Pourquoi? Parce qu'on est souvent habitué, par exemple quand on va faire médecine, eh bien il y a des années, il y a du travail, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour naturellement arriver à être médecin ou chercheur, peu importe. Et la difficulté, c'est de pouvoir comprendre qu'un travail initiatique va permettre eh bien, de pouvoir amener une personne à pouvoir aller sur un chemin de guérison. Alors, je n'enlève pas du tout la partie médicale du tout. Hein. D'ailleurs, quand j'enseigne, j'explique bien, si une personne a un traitement, elle suit son traitement et le travail énergétique, le travail en Reiki, ou Amena, on verra après, vient se placer naturellement comment dire, en complément. C'est complémentaire. Mais c'est toujours très compliqué quand on veut accéder, par exemple, faire un soin dans un hôpital, c'est toujours un peu compliqué, surtout en France, de pouvoir aller donner un soin. On peut y aller sur la demande de la personne, mais sur la demande des médecins, ça devient un petit peu compliqué. On a naturellement des ouvertures. Hein. Pour certains savent aussi que, voilà, je fais partie par exemple du GETCOP, qui est une association qui va sur l'ouverture des thérapies complémentaires. Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de chercheurs maintenant qui ouvrent l'hypnose qui rentre dans les universités. Mais le travail typiquement énergétique, il arrive vraiment un petit peu au bout, il est vraiment, je ne vais pas dire à la traîne, mais il a du mal encore un petit peu à être connu, tout au moins en France. Je vous demande 30 secondes parce que je vois juste là, toc. Ah non, il faut quand même que je me mette au bon endroit. Les personnes, toc et toc. Voilà. Alors, si on revient au Reiki, cette fois du côté de la personne qui va recevoir le soin,
Et la personne qui reçoit le soin, déjà, eh bien, elle va sentir cette énergie qui va, je vous disais tout à l'heure, le mot courir à travers les veines énergétiques ou courir à travers tous ces circuits énergétiques, c'est absolument ça. Alors, la personne, elle peut sentir du chaud, elle peut sentir du froid, elle peut avoir une émotion, elle peut s'endormir d'ailleurs, elle peut avoir une douleur, parce que comme je vous expliquais tout à l'heure, si par exemple, il y a une fracture au niveau du poignet, si je reprends le poignet, eh bien, si l'énergie va forcer à cet endroit-là pour passer à un endroit, on peut vraiment réellement avoir une douleur assez forte qui nous dit qu'il y avait quelque chose qui coinçait à ce moment-là. Hein. Donc, cette possibilité donc, de donner des soins, il n'y a pas de contre-indication. C'est-à-dire que quelle que soit la pathologie de la personne, quel que soit ce qu'elle a, ou qu'elle peut avoir une prothèse, ou qu'elle peut avoir tout ce qu'elle peut, il n'y a pas de contre-indication. On peut donner des soins à tout le monde, quelle que soit la difficulté ou la pathologie que la personne a. Vous me suivez? Bon. Alors, y a-t-il des questions? Ça va? On fera les questions après. Donc là, on a vu donc le Reiki qui est donc là. Non, il y avait une question? Oui. Oui. Quand on a un pacemaker, est-ce que c'est possible aussi ou pas? Alors, si la personne a un pacemaker, on peut donner un soin sans problème. Oui. Parce que l'énergie, elle va, je ne vais pas vous dire que l'énergie est intelligente, mais un petit peu quand même d'ailleurs. Hein. Elle va aller là où elle doit aller sans forcer. Et les personnes qui ont un pacemaker, par exemple, ça ne pose aucun problème. Ouais, ouais. Il n'y a vraiment aucune contre-indication, quelle qu'elle soit, depuis toutes ces années où j'ai donné des soins, que ce soit en Reiki ou que ce soit à MENA, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Donc, on a donc cet aperçu du Reiki en règle générale, donc à la fois du côté de la personne qui transmet l'énergie, qui est donc le praticien en Reiki, et à la fois de la personne qui va recevoir le soin. Et la personne qui va recevoir le soin, naturellement, elle vient chercher ce qu'elle a envie de chercher. Mais il y a des personnes qui peuvent recevoir un soin sans pour autant qu'elles aient un problème médical ou un accident. Ça peut être juste pour leur bien-être. Et on le verra en dernière partie d'ailleurs, à titre préventif. Alors, pour ceux qui me connaissent, bon, vous me connaissez presque tous quand même, hein, vous savez aussi que maintenant, je ne donne plus de soins Reiki. Alors, j'initie, voilà, j'accompagne les personnes qui sont initiées en Reiki, mais je ne donne plus de soins Reiki parce que je suis à l'origine donc de la création de ce qu'on appelle la technique Amena. Souvent, ça attire un petit peu l'attention parce qu'Amena, on n'a pas l'habitude de l'entendre. Ben, oui, on n'a pas l'habitude d'entendre puisque de toute façon, il faut me connaître, hein, ou tout au moins savoir que ça existe, un peu comme la tarte aux fraises des bois d'ailleurs. Hein. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que j'ai pu créer cette technique? Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, sinon il va falloir lire mes livres. Hein. Mais tout simplement, à un moment donné de ma vie, où j'étais déjà maître Reiki d'ailleurs, j'ai eu la chance de pouvoir méditer 2 heures par jour pendant 3 ans en recevant ce qu'on appelle des enseignements directs. C'est-à-dire que dans ces moments de méditation, eh bien, on m'a montré ce que je pouvais faire avec mes mains pour aider les personnes, mais sans les toucher. Alors, c'était un peu déroutant pour moi au départ, hein, parce que j'avais l'habitude de faire mes soins, voilà, en partant des yeux, tac, 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 jusqu'au bout des pieds. Et puis là, dans ces moments de méditation, je voyais une main qui partait à droite, l'autre qui partait à gauche. Je ne comprenais pas tout d'ailleurs au départ, ce qui m'a d'ailleurs valu aussi de faire un chemin un peu cavalier seul. Hein. À un moment donné, je me trouvais un peu seul pèlerin au milieu du désert. Vous voyez ce que je veux dire?
Et puis, au fil du temps, avec beaucoup de travail, hein, parce que ça a quand même demandé beaucoup de travail, eh bien, j'ai pu avoir quelque chose de beaucoup plus précis, de comprendre un petit peu plus ce que je faisais à travers cette technique et pouvoir eh bien, la créer, l'écrire, la créer et travailler, bien sûr, parce que maintenant, je donne plus que ça, que ces soins-là. Non pas que je ne veuille pas faire des soins Reiki, mais parce que c'est vraiment là où je peux aider le plus les personnes dans leur évolution, dans leurs problématiques ou dans leur pathologie. Alors, à la différence, on va faire un petit peu entre le Reiki et Amena pour que vous puissiez un petit peu voir. Eh bien, quand un soin Reiki, je vous l'ai dit, on a l'imposition des mains, des yeux jusqu'au bout des pieds. Dans un soin Amena, eh bien, je peux commencer aux pieds, je peux commencer au ventre, je peux commencer à la tête, je peux commencer très bas au niveau du corps, comme je peux commencer très haut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règle précise. L'information directe va m'être donnée là où la personne, elle en a besoin. C'est-à-dire que dans les 3 ou 4 premières minutes du soin, j'ai déjà l'information de là où la personne, elle a une problématique. Alors, les mains ne touchent pas et on va revenir un petit peu pour que vous puissiez mieux comprendre un petit peu comment ça se passe à nos veines énergétiques. Souvenez-vous, tout à l'heure, je vous expliquais que l'on avait à l'intérieur de nous et à l'extérieur des veines énergétiques, c'est-à-dire un peu, pas comme les escargots quand même, hein, mais voilà, comme des petites choses qui s'en vont à droite, à gauche, voilà. Et puis plus on grandit, j'allais dire spirituellement, entre guillemets, plus on va sur un chemin d'évolution, plus ces veines énergétiques peuvent aller eh bien, très loin, contacter au niveau de l'univers. Imaginez que voilà, je suis en grande dépression, ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Hein. Voilà, que ça ne va pas du tout. Là, je me trouve vraiment dans un moment complètement coincé, burn-out, tout ce qu'on veut. C'est comme si toutes mes petites veines énergétiques allaient se rétracter à l'intérieur de nous, enfin de moi, et puis faire un espèce d'amalgame là au milieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, Monique, en chair et en os, j'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de rien faire. Ben, c'est normal, de toute façon, j'ai plus rien autour de moi qui me connecte avec l'extérieur. Donc, je suis triste le matin, j'ai pas envie de me lever, le soir, je suis fatiguée, etc. Mais c'est comme si la circulation à ce niveau énergétique, et donc les veines énergétiques, c'est elles en dernier hein, qui vont être quand même irriguées énergétiquement de cette énergie naturellement de l'univers, eh bien, tout est un peu à l'arrêt. C'est-à-dire que, voilà, je tiens presque dans une boîte d'allumettes, énergétiquement parlant. Si je vais travailler sur une personne qui est à peu près dans cette, j'allais dire, qui a cette problématique, c'est comme si je vais aller avec mes mains, donc sans toucher la personne, je vous expliquerai après pourquoi, c'est comme si je vais aller ramener l'information, c'est-à-dire comme si je vais retirer ces petites veines de l'intérieur et redonner eh bien, une respiration au corps de la personne. Donnez-moi de l'air, s'il vous plaît. Voilà. Et on va ramener l'équilibre naturellement dans l'expansion, dans l'ouverture, pour pouvoir permettre à nouveau aux énergies de courir à travers les canaux et les veines énergétiques. Vous voyez? Donc ça, c'est une des particularités. Alors, vous allez me dire, comment je fais pour aller les chercher, ces petites veines énergétiques? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je vais travailler, je vais toucher déjà une énergie vraiment à un niveau de conscience. Donc, c'est déjà une énergie voilà, très, très puissante au niveau de ce que vous pouvez appeler la source, comme vous voulez. Et cette énergie, elle arrive vraiment et elle va ressortir au niveau de mes doigts. D'accord? Et imaginez que le corps de la personne soit ici. Eh bien, même si je suis ici en train de travailler avec mes doigts qui bougent dans tous les sens, l'énergie qui sort de mes doigts va aussi rentrer à l'intérieur du corps de la personne.
on va dire que parfois, on peut aller faire comme des opérations de lumière, ou justement ramener une expansion en ramenant ces veines énergétiques à l'extérieur et redonner une autre dimension et beaucoup plus de fluidité dans le corps de la personne. L'autre particularité aussi, alors, peut-être avant, je vais peut-être redonner une autre information, c'est-à-dire que quand on fait un soin en Reiki, voilà, on est conscient de ce qui se passe, et puis dans le travail que je vais faire, eh bien, je vais être en état de conscience modifié, c'est-à-dire que je suis à la fois consciente de la personne qui est là, et je vais aussi avoir un autre état dans lequel où je vais, c'est comme si je vais lire comme un grand livre ouvert, c'est-à-dire que la personne qui est devant moi, eh bien, je vais avoir toute l'information de comment elle est créée énergétiquement et de tous ses dysfonctionnements ou ses fonctionnements. Donc, à la fois, j'ai les deux pieds sur terre et j'ai cette conscience-là, et à la fois, j'ai une information. Donc ça, c'est une grande différence entre le Reiki et Amena, c'est-à-dire que dans ce que j'appelais tout à l'heure la structure énergétique, où il y a les mémoires, où il y a un petit peu toutes ces joies, ces peines, ces émotions, etc., eh bien, s'il y a quelque chose à un moment donné qui coince ou qui n'a pas été conscientisé ou une mémoire qui fait en sorte eh bien, que c'est bloqué, l'information, je vais déjà aller la chercher dans la structure énergétique et c'est seulement quand j'aurai trouvé dans cette structure énergétique que je ramènerai l'équilibre dans le corps physique de la personne. Donc, on travaille à l'inverse de ce qui est traditionnel, c'est-à-dire que le corps de la personne, je ne veux pas dire qu'il m'apporte peu, non pas du tout, mais ce n'est pas lui qui va me donner la première information. L'information primordiale, c'est celle que je vais trouver à l'extérieur, dans cette structure énergétique, et une fois que je l'ai touchée, je ramène l'équilibre dans le corps physique. Donc ça, c'est une différence quand même assez fondamentale, parce que je vais travailler dans quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus vaste que le corps de la personne. Et pour vous mélanger un peu quand même, je vais vous dire aussi que je travaille dans l'infiniment petit, dans ce qui est précieux, ce qui est presque un peu magique d'ailleurs, et qui fait que au moment où je vais aller travailler à l'intérieur de la personne, même si c'est dans le plus grand et dans le plus vaste, je vais aussi aller dans l'infiniment petit. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'on va toucher vraiment le petit, du plus petit, qui fait que peut-être à un moment donné, c'était ça, ce pourquoi la personne, elle n'allait pas bien. Et dans mon deuxième livre, je dis même que c'est comme quand on va travailler en énergie avec les soins Amena, c'est comme si on faisait de la dentelle. Vous voyez, j'avais donné cet exemple-là. C'est comme si on faisait de la dentelle parce que c'est quelque chose d'extrêmement précis, précieux et à la fois magique quand même parce que ça reste aussi quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la matière et tout ce qui n'est pas de la matière reste toujours un petit peu magique aussi. Alors, on a la même chose qu'en Reiki, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème particulier, on peut travailler sur toutes les pathologies, il n'y a pas de problème d'âge, il n'y a pas de problème entre le Reiki et Amena, c'est exactement la même chose aussi. Et puis, une autre particularité qui est aussi valable en Reiki, mais pas tout à fait de la même façon parce que je vais aller chercher une autre information, elle va pouvoir quand même stabiliser une évolution au niveau de la maladie, par exemple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura donné un premier soin, eh bien, on va stabiliser la maladie et ensuite, c'est comme si le soin Amena allait travailler comme une transmutation. En fait. C'est une transmutation, c'est-à-dire ramener l'équilibre de la personne tel qu'il était à son niveau primordial. Donc, on va basculer, voilà, on est dans la maladie, on va stopper cette maladie. Alors après, tout appartient, on l'a dit, hein, ça appartient à la personne qui vient naturellement chercher le soin. On est bien d'accord, c'est exactement la même chose qu'en Reiki. Hein.
On n'a pas de pouvoir particulier. Et après, ramener une information pour que la personne, naturellement, eh bien, elle puisse retrouver son cheminement et être bien. Vous me suivez jusque-là? Vous me dites, hein? Sinon je réexplique d'une autre façon, tout va bien. D'accord. Alors, là aussi, je vais être un peu guerrière parce que je vous parlais tout à l'heure des lois universelles incontournables. Alors, si c'est valable dans les soins énergétiques, quels qu'ils soient, qui plus est en Reiki, c'est absolument incontournable dans les soins MENA. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur quelque chose de plus grand, plus vaste, et où on a cette obligation de savoir exactement comment l'être humain il est créé. Alors, c'est très courant, c'est très souvent, même quand les personnes qui ont lu mon livre, qui me disent « Monique, moi, je fais la même chose que toi. » Je dis « Ah bon, d'accord, pourquoi pas? Alors, explique-moi. » Et le problème, c'est que, si vous voulez, on va prendre l'exemple d'un chirurgien ou d'un médecin. On va prendre plutôt un chirurgien. Le chirurgien, s'il va opérer, il a l'information complète, totale de l'anatomie de la personne. Il sait où il va, il sait ce qu'il fait, il a étudié, il a compris. Il ne peut pas se tromper, au moins on l'espère. Et il a donc toute la connaissance pour pouvoir opérer, pour pouvoir intervenir sur le patient. C'est exactement la même chose quand on fait un soin énergétique. Presque en Reiki ou à MENA ou un autre soin énergétique, si on ne connaît pas la manière dont est fait l'être humain dans la partie énergétique et qui plus est dans ce que je fais avec Amena, dans quelque chose de beaucoup plus grand, on peut faire un travail absolument précis, précieux, bien, etc. Mais si on n'a pas la connaissance, la personne, elle peut repartir, mais dans un état complètement catastrophique. Parce qu'on aura basculé peut-être quelque chose, parce qu'on n'aura pas eu l'information, etc. Donc, un petit peu comme je suis un peu guerrière pour naturellement sauver le Reiki de dans ce qu'il est de façon ancestrale. Et là, je dirais que pour les personnes qui veulent aller sur ce cheminement ou des personnes qui veulent essayer de faire comme si, eh bien, une mise en garde aussi, de façon à comprendre qu'on ne peut pas s'amuser, entre guillemets, à faire des soins sans avoir une connaissance parfaite de comment l'être humain est créé de A à Z dans la matière. Ça, c'est clair et c'est net. Et là, voilà, écoutez, de toute façon, vous voyez bien ce qui se passe autour de vous en ce moment, hein, et c'est quelque chose aussi sur lequel il faut absolument insister, et puis eh bien, j'allais dire, faire en sorte que bon, les choses se placent tout doucement, tranquillement. On essaye, et il y a beaucoup de personnes aussi, hein, je ne suis pas la seule, naturellement, à défendre ça. Mais en tous les cas, pour Amena, oui, puisque pour l'instant, je suis la seule à pouvoir donner ces soins-là. Donc, ça, c'est quelque chose de très important. Après, je vous ai parlé tout à l'heure d'une différence qui peut en être une, mais ça dépend aussi les personnes qui donnent les soins en Reiki, suivant leur niveau, suivant comment elles ont été initiées. Je vous parlais tout à l'heure, bon voilà, de l'énergie que je pouvais toucher ou que même les personnes en Reiki peuvent aller. Voilà, j'ai cette possibilité, je vais même dire cette chance de pouvoir aller dans un niveau, j'allais dire, avoir accès à un niveau de conscience supérieure, de pouvoir toucher cette énergie et de pouvoir la transmettre. Et j'allais dire, c'est un cadeau, bon, à la fois naturellement pour la personne qui va recevoir le soin, mais c'est aussi à chaque fois un cadeau pour moi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est une connexion naturellement avec la lumière. On ne peut pas ne pas parler des soins sans parler de la lumière, de cette énergie qui va naturellement permettre à la personne de se reconnecter avec son être profond. Et si vous regardez un petit peu tout ce que j'écris ou tout ce qui peut être sur à la fois mon site ou dans mes livres, eh bien, je parle toujours que la guérison, c'est toujours quand la personne se reconnecte avec son être profond. Alors, toujours,
Entendons-nous, hein, parce qu'il peut y avoir naturellement un travail qui se fait sur le plan physique, un autre sur le plan psychologique, mental, et l'autre sur le plan spirituel. Et bien évident que si je donne un soin à une personne qui est en phase finale de cancer, par exemple, et alors c'est sûr qu'on ne va pas non plus trouver quelque chose, on ne va pas la ramener en transmuter, qu'elle est mieux qu'elle soit sauvée, peu importe. Mais par contre, le soin, il aura une importance fondamentale, même si c'est un soin Reiki d'ailleurs, hein, j'insiste aussi, c'est-à-dire que la personne va pouvoir retrouver un équilibre à l'intérieur d'elle, va pouvoir être en paix avec elle, et si elle doit partir, partir de façon paisible. C'est une guérison à un autre niveau de conscience. Ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Ne croyons pas toujours qu'on peut sauver la Terre entière, mais on va pouvoir aider les personnes en fonction de là où elles sont, comment elles sont et là où elles doivent aller. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse parce que de toute façon, je suis sûre que vous allez me le demander, donc je vais le faire tout de suite. Dans les possibilités, alors on a le soin. Il y a un souci? Ah, il fait chaud. Vous avez chaud? Non, parce qu'on parle d'énergie, donc ça il doit y avoir, il doit y avoir de belles énergies ici. Oui, vous voulez que je coupe? Non. On peut pas retirer un pull vert? Bah, on va pas retirer son pull vert, la pauvre. Bon, je peux baisser d'un cran? Demandez, vous aurez. Alors, je fais très rapidement, mais vraiment très rapidement. Si jamais il y a des questions, on verra tout à l'heure. Simplement, alors, en Reiki, on a vu tout à l'heure qu'il y avait au niveau du deuxième niveau d'enseignement, il y avait cette possibilité de donner des soins à distance. Eh bien, vous vous êtes rendu compte, pour la plupart d'entre vous, que je pouvais aussi eh bien, faire des choses à distance, d'une façon ou d'une autre, simplement pour vous dire que c'est complètement différent de ce qui se passe en Reiki, mais c'est cette possibilité de pouvoir avoir accès à un niveau où il n'y a ni temps ni espace. C'est comme si tout est superposé, ce qui peut me permettre… Alors, vous allez me dire, oui, il faut y aller quand même là-haut. Ben, c'est comme s'il y a une porte à passer, ben, il faut trouver la porte. Voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir la trouver. Et ce qui permet eh bien, de faire ce que je peux faire parfois, des soins de groupe à distance sur plusieurs centaines de personnes. Voilà, en même temps, au même moment. Hein. Mais c'est aussi… ne croyez pas, parce que ça, c'est pas, on dit souvent, c'est des dons, oh, Monique, tu as un don. Non, 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 non. Non, non, j'ai cette possibilité, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment travaillé. J'ai vraiment aussi dû quand même, comment on dit, faire des sacrifices aussi dans ma vie, hein, parce que vous le savez, j'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants et à un moment donné, eh bien, j'ai dû faire des choix de vie. Et ça n'a pas été toujours très facile, ça n'a pas été toujours, j'allais dire, ça ne coulait pas de source pour tout mon travail, mais je l'ai fait, je l'ai réalisé. Aujourd'hui, je suis là devant vous avec beaucoup de plaisir, mais aussi dans l'espoir qu'à un moment donné, quand ce sera le moment, eh bien, je puisse expliquer encore davantage tout ce qui se passe dans le monde invisible, qui est une passion naturellement pour moi, de pouvoir rapporter eh bien, des informations sur la Terre. Donc, on pourra reposer, c'était juste une parenthèse parce que je sais que ça fait partie aussi de mon travail. J'insisterai aussi sur une autre chose parce que ça a le vent en poupe, comme on dit, c'est-à-dire qu'une personne qui donne un soin en Reiki ou je vais donner un soin à MENA ou les personnes qui commencent à faire les formations, eh bien, ça n'a rien à voir avec le fait d'être médium ou pas. Je le dis, peut-être que ça vous fait sourire, mais aujourd'hui, il y a un mélange complet de la personne qui va donner des soins, qui va voir plein de choses. Non, la personne qui donne un soin en Reiki, c'est une personne qui va transmettre une énergie
pour que la personne prenne cette énergie et donc aille sur son chemin d'évolution, de guérison ou ce qu'elle veut. Hein. Mais la personne qui a été initiée n'a pas le pouvoir de dire je vois, je vois, je vois, je vois. Je le dis parce que là aussi, parfois, je ramène une information extrêmement précise en disant qu'il n'y a pas de débordement. Comme, par exemple, un soin Reiki, eh bien, on ne travaille pas avec des pierres, on ne travaille pas avec un pendule, on ne travaille pas avec autre chose, c'est uniquement avec les mains du praticien. Ça, c'est ce qui fleurit en ce moment, hein. Je le dis aujourd'hui, parce que à la fois pour toutes ces personnes qui m'écoutaient, de toute façon, je le dis assez clairement aussi dans mes écrits, de manière à pouvoir garder la technique telle qu'elle a été créée à un niveau ancestral, pour pouvoir permettre à ce qu'elle se poursuive et qu'elle soit respectée. D'accord? Bien, tout va bien jusque-là? Parfait. Alors, on va aborder là une dernière partie qui me tenait vraiment à cœur, c'est naturellement ce que j'appelle la prévention, c'est-à-dire ne pas attendre d'être malade pour faire des soins. Je disais encore dernièrement, donc là j'ai devant moi les personnes de Montpellier, de l'autre côté, alors toute la France, plus je dis bonjour à la Suisse, à la Belgique, à l'Espagne, et souvent je dis que les personnes de Montpellier ou qui viennent dans le centre Aména, là je suis heureuse aussi aux personnes qui sont de l'autre côté de vous montrer le centre Aména, tout au moins une petite partie, se comportent comme des enfants gâtés. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je vais à Paris, quand je vais à Lyon ou à Barcelone ou dans toute autre ville, les personnes viennent me voir même si elles n'ont rien. C'est-à-dire, tiens, Monique, viens, allez, ça va me faire du bien, je vais faire un soin, tout va bien. La différence avec les personnes qui sont à Montpellier, elles viennent me voir quand elles ne sont pas bien. C'est-à-dire qu'on attend, on attend, on attend. Vous savez, c'est comme en méditation. On sait qu'on est parti là-haut quand on revient. Eh bien, quand quelque chose s'installe, on sait qu'il y a un problème au niveau de la santé. On est déjà un petit peu bas quand même, hein? D'accord? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire des soins, alors je ne vous dis pas ça pour venir me voir demain tous, hein, non, 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 mais voilà, c'est valable pour tout le monde, en Reiki, Aména, hein, c'est pas seulement que pour moi, c'est d'avoir la conscience que pour être en bonne santé, eh bien, c'est avant tout entretenir cette énergie qui circule à l'intérieur de nous. Si on a eu une émotion profonde, s'il y a eu un drame dans la famille, si on a un accident, si les enfants, oh là 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 là, j'en peux plus, etc., eh bien, refaire un soin nous permet de replacer nos énergies et d'être en bonne santé, de garder une santé et aussi, eh bien, une énergie qui est fluide, être bien chaque jour. Et le problème, c'est que eh bien, on attend souvent un petit peu trop longtemps, et c'est pour ça que je disais, en taquinant bien sûr, hein, qu'ici, ils se comportaient comme des enfants gâtés. Alors, là aussi, je l'ai dit tout à l'heure assez rapidement, mais je le redis, l'être humain, il est en bonne santé et il va bien, premièrement, grâce à ses énergies, donc c'est placé en premier. Le deuxième, allez, dites-moi-le. Qu'est-ce qui est important qui vient directement après l'énergie? L'alimentation. L'alimentation, alors pas n'importe laquelle non plus, hein, celle qui vous apporte une énergie, celle qui va se transformer, qui va donner au corps vraiment toute l'information. Et en troisième, alors l'oxygène, on ne veut pas trop s'en placer. Hein. Une activité, être en mouvement. Le sport, le mouvement, faire la marche, le vélo, ou peu importe ce qu'on peut faire. Hein. Mais en premier, ce sera toujours l'énergie. C'est elle déjà qu'il faut préserver, avec une bonne alimentation et une mise en mouvement. D'accord? Énergie plus alimentation plus mouvement égale la vie. Et vous enlevez l'énergie,
ça ne va pas. Vous enlevez l'alimentation, ça ne va pas. Vous enlevez le mouvement, ça ne va pas non plus. Donc, la prévention, c'est-à-dire avoir des soins régulièrement, ça ne veut pas dire toutes les semaines, hein, mais une fois de temps en temps, pour pouvoir faire en sorte que ces énergies circulent bien, c'est déjà quelque chose de très important. Alors, dans les maladies, si on prend par exemple une personne qui va être faut quand même parler aussi d'une personne qui n'est pas forcément en bonne santé. Si par exemple on prend une personne qui a un cancer, qui va avoir un traitement de chimiothérapie par exemple. Alors, elle a son traitement médical, bien évidemment, hein. Là c'est extrêmement important. Mais par contre, on va mettre en complément un travail au niveau énergétique, Reiki ou Amena, peu importe. Pour une personne qui n'a pas de soins en énergie, alors, une personne qui ne fait rien d'autre à côté, hein, on ne va pas faire des suppositions. La première chimio, ça va bien, tout va bien. On descend un petit peu quand même. La deuxième, puis à chaque fois, au niveau cellulaire, au niveau de la forme, on va descendre, on va descendre. Et une fois qu'on est bien bas, c'est quand même compliqué pour remonter la pente et pour retrouver son énergie de base. Si on va faire un soin à une personne qui est de la chimio, si on va faire un soin énergétique, Reiki ou Amena, eh bien, on replante ce plateau. La personne va descendre un peu. Elle fait un soin tout de suite après, elle remonte énergétiquement et elle suit le plateau. Elle va descendre encore un peu et hop, on refait le soin. C'est-à-dire qu'on peut faire un soin avant et après, ou après, ça dépend un peu comment on s'organise avec la personne, mais en tous les cas, elle va garder un plateau sur lequel, eh bien, vibratoirement, l'énergie va pouvoir continuer à circuler à l'intérieur d'elle. C'est extrêmement important au niveau cellulaire. Hein, c'est-à-dire qu'on va renforcer toutes les cellules, on va renforcer cette énergie pour que la personne puisse eh bien, garder son potentiel et puisse aller jusqu'au bout de son traitement en chimiothérapie. Vous me suivez? Oui? Alors, avant d'aller plus loin, et comme naturellement on parle un petit peu là de votre corps, j'allais dire, vous donner quelques informations de ce qui est important aussi pour favoriser la fluidité et la circulation des énergies à l'intérieur de vous. Eh bien, dites-moi voir un petit peu qu'est-ce qui vous semblerait le plus important à prendre soin dans votre corps pour que les énergies circulent bien, à votre avis. Comment? La respiration. Oui, alors la respiration, si on respire plus, c'est embêtant quand même. Mais je parle plutôt d'un organe, Le cœur, il faut qu'il fonctionne quand même, ça c'est sûr. Eh bien non, je vais vous le dire quand même, si on va attendre trop longtemps. La peau. Eh oui, la peau. La peau, faire attention à votre peau. Parce que nos petites veines énergétiques, elles passent à travers la peau. L'énergie hein, à l'intérieur, à l'extérieur. Tout ce qui est énergétique va avoir ce contact avec, naturellement, eh bien, déjà tout ce qui est micro-organismes. Hein, on ne les oublie pas, ceux-là. Hein. Et puis, votre peau. Ne pas mettre n'importe quoi sur votre peau, prendre des produits pH neutres, faire attention à ne pas mettre n'importe quoi, naturellement l'entretenir, que ce soit à tous les niveaux, et faire attention à cette peau. La peau a vraiment un rôle absolument très important au niveau énergétique. Et puis après, eh bien, il y a aussi ce que j'appelle nos petites amies. Hein. Faire attention à nos petites amies qui sont à l'intérieur de nous, toutes ces bactéries, tous ces micro-organismes qui sont un peu partout, par milliards, et qu'on oublie aussi. Quand on va manger, pensez que vous leur donnez à manger aussi. Vous voyez? Tout ça, ça favorise aussi le travail énergétique. Donc, toutes vos cellules, entretenir votre bouche aussi, faites attention. Le nez, la bouche, le nez, il est un peu malmené en ce moment, hein, donc faites attention à ça aussi.
J'irai même jusqu'aux cheveux, enfin bref, tout. Faites attention, mais surtout votre peau et tous les produits que vous pouvez mettre dessus. Alors, pour terminer, on va dire que cette prévention, cette régularité que vous pouvez donner à ces soins va permettre bien à la personne d'avoir une énergie beaucoup plus fluide, d'être en meilleure santé, de pouvoir prendre du recul par rapport aux événements parce que ça va la reconnecter avec elle, ça va la remettre à sa juste place, ça va lui permettre de voir les choses de façon différente, peut-être d'avoir une meilleure compréhension de la façon dont elle vit, par exemple. Ça va lui permettre d'être bien chaque jour, et j'attache une importance fondamentale au fait que ça ne sert à rien d'être perché au-dessus d'un arbre. Le plus important pour nous tous, c'est d'être bien chaque jour dans sa vie quotidienne. Ça, c'est le plus important. Vous êtes là pour être bien pour vous, et ensuite pour être bien pour les autres. Donc, soyons des êtres bienveillants, soyons des êtres simples, soyons des êtres humbles, soyons des êtres éveillés pour pouvoir naturellement recevoir cette lumière et pouvoir être en bonne santé. Et je vous remercie. Bien, j'ai essayé de donner le maximum de choses pour plein comment dire, de volets qui auraient pu être voilà, plus développés, mais maintenant on peut prendre un moment pour poser des questions et pour pouvoir voilà, approfondir si vous avez à approfondir. Alors, je ne peux pas donner la parole à toutes les personnes qui sont là. Bon, je vous prie de m'excuser, c'est une première, c'est déjà bien, je me lance. Mais on va donner la parole à la salle. Et puis, si vous avez des questions ou si vous avez voilà, des interrogations, eh bien, vous me les enverrez par mail et j'aurai le plaisir de vous répondre. Je mettrai tout le monde en copie. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Alors, Colette. Il y a un mot que je n'aime pas trop dans notre vie, c'est le mot incurable. Et j'ai une jeune fille qui rentre dans ma famille, quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui a une endométriose, et j'ai entendu aujourd'hui à la radio qu'elle est incurable. Alors ça me touche beaucoup. Et je me demande, toi, qu'est-ce que tu penses de ce mot? Qu'est-ce que tu penses? J'aimerais avoir ton avis. Alors, je vais répéter la question, parce que je ne sais pas si tout le monde a entendu. Donc, c'est une jeune fille qui a une endométriose, c'est ça? Et à qui et tu as entendu que c'était incurable et tu me demandes ce que j'entends ce qui résonne en moi à travers ce mot incurable. Alors, bon, déjà, je ne le prononce jamais, d'ailleurs. Je ne me rappelle même pas l'avoir prononcé du tout. Pour moi, il n'y a pas comment dire, d'impossibilité ou une impossibilité de pouvoir apporter quelque chose à quelqu'un. Parce que quand on travaille avec une énergie, quand on travaille de la façon dont je vais donner les soins, par exemple, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. La vie regorge absolument de mystères. Il y a des fois, pour des personnes, quelque chose qui peut, ou pour la médecine, et je n'ai pas de problème avec la médecine, parce que je travaille aussi, je fais de la recherche avec elle, donc il n'y a pas de problème. Mais parfois, si on reste vraiment au niveau du corps physique, uniquement physique, effectivement, on va peut-être avoir, les médecins vont peut-être dire, ben là, on ne peut plus rien faire. C'est généralement là que je vois les gens arriver, d'ailleurs. Mais par contre, quand on va travailler de façon énergétique, ou au moins dans le travail que je vais par exemple donner, il y a souvent une solution. Il y a toujours une solution. Même si la personne, elle ne va pas, comment dire, guérir de sa maladie, il va y avoir des ponts qui vont se mettre en place pour qu'elle, elle vienne trouver un équilibre, qu'elle soit mieux, peut-être elle souffre moins, peut-être il y a quelque chose qui va se dessiner, mais en tous les cas, le mot incurable, je l'emploie jamais, non. Il y a toujours, on voit actuellement, dernièrement, il y avait une petite fille avec une greffe et
On aurait pu penser qu'elle allait pas survivre et finalement, ben voilà, il y a l'impossible qui s'est réalisé. C'était une greffe de foie vivant sur une enfant et eh bien, ça se met en place. Voilà. Et donc, il y a pas de choses qui sont impossibles. Il y a toujours quelque chose à faire jusqu'au bout. Tant que la vie est là, il y a quelque chose à faire. Après, bon, l'univers nous amène d'autres informations, mais en tous les cas, on ne peut pas dire à quelqu'un, à mon avis, hein, c'est moi qui le dis ça, je ne dirai jamais à quelqu'un il n'y a plus rien à faire. Ça, c'est pas possible. Ce n'est même pas imaginable dans ma vision des choses. Et il y a toujours une solution et il y a toujours une porte qui s'ouvre. Voilà. Donc, je souhaite pour cette personne qui rentre dans ta maison. Autre chose? D'autres questions? Moi, je voulais poser une question par rapport à la peau. Tu dis que la peau, c'est très important. Oui. Mais quand justement la peau est très sèche, que tu prends différentes choses pour la nourrir, que tu essaies de la nourrir, et que ça ne marche pas, ça veut dire quoi ça? Ah bah après, je vous ai pas. Alors là, après, je ne vais pas vous donner le traitement pour la peau, hein, bien sûr. Ça, c'est pas mon rôle. Mais je dis ce que je voulais simplement vous sensibiliser à travers ça, c'est vous dire que c'est vraiment très important de prendre soin de votre peau. Après, en fonction des difficultés de votre peau, ça, vous allez aller voir le médecin adéquat. Mais ça, je ne peux pas vous dire. Mais en tous les cas, c'est important de comprendre que la peau joue un rôle important au niveau de l'énergie et que c'est quand même voilà, ce qui nous sépare du visible et de l'invisible. Voilà. Ça traduit un problème entre les deux mondes, la peau qui fait mal, voilà. Si je fais mal. Non, oui, vas-y. Moi, c'est ce que je fais dans mon travail. Alors, très bien. Alors, souvent, en fait, c'est qu'on ne sait pas, en fait, quel est son type de peau et quel est son état de peau. Ou alors, on ne sait pas, en fait, qu'on a un type de peau et un état de peau, ou des états de peau, en fait. Et à partir du moment où on comprend son type de peau et dans quel état est sa peau actuellement, on va pouvoir, avec l'aide d'une personne qui s'y connaît, comme ce que je fais, enfin, comme moi ou une autre personne, eh bien, voilà, adapter sa routine de soins, prendre le bon nettoyant, le bon hydratant. Si on ne nettoie pas sa peau avec un nettoyant adapté à son type de peau et à son état de peau actuel, on peut mettre toutes les crèmes qu'on veut, la peau elle sera ou sèche ou déshydratée. Voilà. Bon, alors Aline, alors tu vas pouvoir aller discuter avec Hélène, mais on va rester dans le sujet, c'est-à-dire tout ce qui est donc énergie, pour pouvoir aller jusqu'au bout donc des interrogations de chacun, s'il y en a. Avez-vous d'autres questions? Oui? J'étais surprise tout à l'heure quand tu as dit qu'on ne pouvait, je l'ai interprété comme ça, oui. Je me suis trompée. On ne peut pas, pour toi, on ne peut pas faire de Reiki ni de méthode Amena sans connaître parfaitement l'anatomie humaine. Donc, est-ce qu'on doit faire médecine pour... Non, alors, attendez. Alors, je répète la question si tout le monde n'a pas entendu. C'est que, donc, la personne a compris que j'ai dit on ne pouvait pas faire de soins Reiki ou Amena si on ne connaissait pas l'anatomie au niveau énergétique. Ce que je voulais, c'était plus pour Amena que pour le Reiki, parce qu'en Reiki, on va poser ses mains et l'énergie va aller dans le corps de la personne et elle va faire le travail vraiment toute seule. C'est à partir du moment où on va travailler de la façon dont je travaille, c'est-à-dire que les mains, elles se déplacent, elles vont toucher vraiment tous les axes, tous les circuits énergétiques, toute l'information énergétique de la personne. C'est là où on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est là où on doit savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Par exemple, il y a des axes énergétiques verticaux, un axe vertical, un axe horizontal, un axe transversal, en oblique, etc. Il y a des veines énergétiques, il y a des canaux. Ça, il faut avoir l'information parce que dans le travail Amena, on va travailler là-dessus. Si on ne les connaît pas, si on n'a pas d'informations, ça va être compliqué. Mais ça ne t'empêche pas de faire des soins en Reiki puisque je sais que tu en fais.
Donc, pas de drame, hein, tout va bien. Mais ce n'est pas non plus en fac de médecine que tu vas l'apprendre. Ou alors peut-être ça va venir, et je l'espère vraiment, mais ça n'a rien à voir avec l'anatomie que l'on peut apprendre en médecine. Non, ça c'est autre chose. Autre chose. Dans le Reiki, quand on fait un soin, normalement, on n'a pas besoin de mettre une intention précise. Non, non, non. Et dans les soins Amina? Alors, ça va être la même chose. C'est-à-dire que la personne, elle va me dire pourquoi elle vient et je peux trouver complètement quelque chose de complètement différent de ce que la personne m'aura dit. Pratiquement, on va dire à 80%, l'information n'est pas là où la personne m'aura donné, l'information que la personne m'aura donnée. Parce que je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, peut-être chercher une information quand elle avait 3 ans, ou je ne sais pas trop, hein. Mais il n'y a vraiment aucune intention, vraiment. C'est-à-dire, les mains, elles vont aller chercher les informations en fonction de comment la personne est créée à ce moment-là, avec ses blocages, avec ses difficultés. Peut-être que je peux sentir une douleur, peut-être que ma main ne va plus avancer, peut-être qu'elle va monter très haut, mais l'information, je veux dire, l'intention, elle n'y est pas au départ. Même à la limite, j'allais dire, c'est comme si j'oublie ce que la personne est là. C'est peut-être même plus facile de travailler sur une personne qui ne parle pas que sur une personne qui va donner des informations. C'est valable aussi en médecine parfois. Hein. Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire quand on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait d'intention dans le Reiki. Non, c'est-à-dire que par exemple, tu peux avoir une intention sur une partie du corps de la personne ou avoir donné une information dès le départ. Tu vois, c'est ça, c'est une intention. Voilà, tout simplement. Mais en règle générale, quand on va donner un soin, que ce soit en Reiki ou en MENA, l'énergie, c'est juste, enfin, tout au moins en Reiki, c'est une transmission d'énergie. C'est tout. C'est bien pour ça d'ailleurs que je me bagarre, parce que parfois, on a des choses qui sont un peu hors Reiki traditionnel et ancestral. Je m'excuse, mais c'est pas clair. Hein. Pas donner d'intention, c'est-à-dire que tu dois penser à rien. C'est pas que tu penses à rien, mais c'est déjà pas mal de recevoir une énergie et de la transmettre. C'est tout. Voilà, Et puis naturellement, on a aussi notre conviction profonde d'apporter quelque chose à cette personne, voilà, de rétablir un équilibre, etc. Mais ça, c'est à l'intérieur de nous, ça fait partie de notre cœur, ça fait partie de notre... Mais si quelqu'un te dit qu'il a mal à tel endroit, tu n'insistes pas sur tel endroit. Alors ça c'est différent quand même, parce que si une personne, elle vient, elle a le bras cassé, et naturellement qu'on va savoir qu'à cet endroit-là, on va peut-être insister un peu plus, mais il n'y a pas d'intention particulière, se dire avant de commencer, il faut absolument que... Ah oui. Voilà, hein? Voilà, hein? D'accord, très bien. D'ailleurs, c'est la différence peut-être quand on va voir un magnétiseur où on a un souci sur une partie du corps, par exemple, je dirais un mal de dos, ou une blessure musculaire ou articulaire, etc. Où on va dire, j'ai mal là. Donc lui, il va travailler sur cette partie-là et on espère que, ou une brûlure ou quoi que ce soit, et ça va se régler comme ça au niveau de la douleur. Or que le Reiki, en fait, lui, théoriquement, c'est une énergie universelle c'est l'intelligence universelle qui va faire ce qu'elle doit faire. Oui, on ne met pas d'intention. Oui, tout à fait. Mais après, on peut pas avoir de correspondance entre le magnétiseur et le Reiki. C'est deux mondes différents. Là, on n'est plus du tout dans le même répertoire. Mais ce que fait un magnétiseur, si on a une douleur en Reiki, cette douleur, on peut tout à fait. Mais l'information est différente. Et effectivement, comme je vous disais il y a quelques minutes, c'est pas parce que la personne elle a mal ici qu'on va régler le problème ici. Alors, quand une personne elle a mal, par exemple, on va prendre l'épaule, la personne elle a mal à l'épaule, on va lui faire un soin complet de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être c'est quand on va toucher les pieds qu'on va régler le problème de l'épaule.
Voilà. Alors, je n'interviens pas du tout au niveau des magnétiseurs, c'est pas mon domaine, c'est pas du tout ça. Mais j'ai bien compris pour répondre à la question de l'attention et de, Oui, voilà. parce Tout que à fait. l'intention, elle est. C'est pas la même chose du tout. Oui, mais en fait, moi j'ai eu un cas particulier, c'est que j'ai eu une douleur à l'épaule pendant. Ah bah tiens. Voilà, pendant ce temps. Et cette douleur à l'épaule, en fait, comme une tendinite, on va dire, c'était. L'ostéopathe qui me traitait, puisque voilà, la réponse qu'il a eue, ça a été de me dire de toute façon, quand émotionnellement ça ira mieux, ta douleur va partir. Et ben voilà. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Et en fait, émotionnellement, pourquoi ça a été mieux? Parce qu'en fait, j'ai remonté mes énergies à un moment donné. Et en fait, tout a été lié. Et en fait, je me rends compte maintenant, après son explication, après avoir travaillé sur les énergies, après avoir fait plein de choses là-dessus, effectivement, j'ai constaté que la douleur, elle était partie comme elle était venue en fait. Et puisque le corps médical, après radio, IRM, scanner, etc., la conclusion, la douleur ne correspond pas à une pathologie. Généralement, d'ailleurs, c'est souvent quand la personne, souvent, les personnes arrivent soit en Reiki ou même avec moi, soit en MENA, quand avant, voilà, ils viennent avec des dossiers grands comme ça, où je regarde pas vraiment, et parce que il y a plus de possibilités, et c'est presque une dernière solution pour qu'ils puissent aller mieux. Et souvent, comme je vous disais, effectivement, si on a mal à l'épaule, c'est pas forcément parce qu'on a mal à l'épaule où on va traiter l'épaule, qu'il y a quelque chose qui va, voilà. Mais on est aussi, je le disais tout à l'heure, on a tous nos corps subtils à l'intérieur, on a ses émotions, on a toute la partie affective, on a énormément de choses qui ne sont pas dans la partie physique et qui jouent un rôle extrêmement important sur le corps physique. Le corps physique, ne l'oubliez pas, il est l'avant-dernier au niveau de la construction de l'être, puisqu'il y a le corps éthérique qui est à l'extérieur, qui est comme un bouclier, si on va dire. Mais le corps physique, lui, il englobe tout. Mais énergétiquement, il est quand même dans le dernier. Quand on imagine les poupées russes, le corps physique, c'est l'avant-dernier des grosses poupées russes. Voilà. Et donc, l'information, elle est dans le corps physique, vraiment au dernier moment, quand l'être humain n'a pas compris d'une autre façon qu'il fallait réagir. C'est-à-dire que c'est comme si l'univers envoie une information dans le corps physique en disant « tu n'as toujours rien compris, allez, hop, cette fois, on te coupe les deux jambes, tu vas réfléchir à toi. » Voilà, c'est à peu près ça. Et bien, quand on est dans son lit, eh bien oui, on prend soin de soi, et on commence à réfléchir à soi et à ne pas penser aux autres. Non pas qu'il ne faille pas penser aux autres, bien sûr, mais il faut déjà penser un petit peu à soi. D'autres questions ? Eh bien, tout était clair. Ah, Colette. Je suis dérangée au niveau des ondes. Et je me demande si, comme dans mon village qui est Pérol, il y a la 5G depuis le mois de juillet, et que ma mémoire a un peu tendance à se dégrader, je me dis, est-ce qu'il y a un lien entre ces énergies qui sont de plus en plus puissantes, qui nous environnent, et ma mémoire qui s'affaiblit. Bon, alors, je ne peux pas vraiment répondre par rapport à ta mémoire, mais je peux juste dire que, effectivement, l'information de tout ce qui nous entoure au niveau des ondes, il n'y a pas que la 5G, il y a toutes ces micro-ondes, tout ce qui passe et repasse, et on le sait, le Wi-Fi et tout ce qu'on veut, va naturellement percuter au niveau énergétique chaque personne. C'est sûr que si vous êtes au-dessus d'une montagne en plein air, sans rien du tout, vous êtes bien mieux qu'en pleine ville où il y a la 5G, où il y a autre chose, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on reprend nos petites veines énergétiques, vous voyez, c'est celles-là un peu qui sont touchées aussi. Et puis nos cellules, les cellules, si vous voulez,
quand il y a une onde, quand il y a une onde ou on dit une onde, oui, une onde qui va percuter, eh bien, elle va possiblement faire mourir une cellule, par exemple. Si à l'intérieur de cette cellule, il y a, par exemple, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Des cristaux magnétiques, par exemple, eh bien, soit ça va oxyder, ou soit la cellule, elle va mourir. Hein? Donc, c'est pour ça que j'avais fait une conférence une fois là-dessus, en expliquant eh bien, que l'être humain devait se protéger de la façon dont il pouvait, bien sûr, par rapport à ces ondes, c'est-à-dire jamais de téléphone portable à l'oreille, hein, parce que sinon, au niveau cellulaire, au niveau cérébral, donc jamais de téléphone, pas dormir avec le téléphone allumé, attention avec le Wi-Fi, etc. Il y a déjà des choses très simples hein, qu'on peut faire pour éviter d'être touché. Et puis après, ben, par rapport à la 5G, peut-être déménager, Colette, je ne sais pas, mais là, je ne peux pas apporter de solution par rapport à ça. Après, s'il y a une relation par rapport au fait que la mémoire est déficiente, voilà, peut-être consulter un médecin pour voir si ça peut être en relation avec ça, je ne sais pas. Mais ça pourrait. Ça pourrait. D'autres choses? Oui? Quand tu fais des soins en mémoire, pour revenir là-dessus, tu dis que tu as accès à des informations beaucoup plus hautes. Est-ce que ça a un lien avec les mémoires akashiques ou éventuellement des précédentes incarnations? Des choses qui peuvent peut-être s'être passées dans des vies antérieures ou des choses comme ça? Alors, j'entendais pas. Alors, je répète la question. Si quand je fais un soin, tu me dis si je me trompe, c'est quand je fais un soin MENA, est-ce que les informations, je les ai au niveau des mémoires de la personne, donc on appelle mémoire akashique par exemple, ou des informations sur d'autres vies, hein, c'est ça que tu me poses comme question? Et après, c'était quoi? Ah, c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal d'ailleurs. C'est déjà pas mal. Alors, je ne l'entendais pas de cette façon-là quand j'ai dit ça. Je ne pensais pas à ça quand je disais ça. C'est-à-dire que quand je vous ai dit que j'avais accès à un niveau de conscience supérieur, c'est de ça que tu parles? Voilà. Là, c'était plus à mon niveau. C'est-à-dire, dans cet état de conscience modifié où je suis, j'ai des informations, effectivement, qui me permettent d'avoir une vue un peu plus grande sur tout ce qui est énergie au niveau de la personne. Mais je ne saurais pas dire si elle était Jeanne d'Arc il y a 300, je sais pas, bref, passant, ou voilà. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, j'allais dire, dans cette façon de travailler, dans cet état dans lequel je peux avoir, et en allant le plus haut possible au niveau de la formation, trouver la solution pour aller chercher l'information chez cette personne qui l'empêche d'être bien pour amener l'équilibre encore fini, c'est-à-dire toucher cette mémoire ou toucher cette information. Oui, ça peut être une émotion, ça peut être un accident, ça peut être tout ce qu'on veut. Voilà. En règle générale, ça se passe dans cette vie. On a déjà pas mal de choses d'ailleurs à régler dans cette vie. Alors, tant qu'à faire les choses déjà pour cette vie-là, oui. Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est un petit truc que je peux vous dire en plus, c'est-à-dire que, imaginez que j'ai 3 ans là. J'ai 3 ans et j'ai un choc émotionnel très important. Voilà, peut-être une personne de ma famille qui vient à décéder. J'ai un choc affectif très important. Mais j'ai 3 ans. Là, j'ai mal au cœur, je ne suis pas bien. L'information, elle est là très proche dans la matière, c'est-à-dire je souffre, je ne suis pas bien. Voilà. Et puis, plus je vais grandir, si on ne m'a pas expliqué, si voilà, la famille elle est désespérée, elle ne pense pas à m'expliquer, etc., l'information, elle y est. Je vais grandir, 6 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Elle est toujours là, l'information, mais elle s'écarte de moi. Elle fait toujours partie de ma structure énergétique. Hein. Et puis, plus ça va aller, mais je ne l'ai pas compris.
Par contre, je ne me rends pas compte que quand il y a, par exemple, un décès chez quelqu'un, ou dans une famille, ou que je vois des choses, ça me touche, ça m'affecte. Oui, c'est sûr, ça m'affecte parce que l'information, elle y est quand même ici. Eh bien, c'est cette information-là que je vais chercher. C'est-à-dire celle qui n'a pas été transcendée, celle qui n'a pas été comprise et qui fait qu'elle relie quand même la personne dans sa vie de tous les jours et qui fait qu'à un moment donné, par exemple, je ne sais pas, il y a quelque chose, une catastrophe à 50 ans qui se passe, ça revient, foum, comme un élastique qui se rétracte et la personne elle va faire une crise cardiaque. Voilà. Vous voyez? Donc, quand je vais aller chercher ces informations dans le travail que je fais, eh bien, c'est ce genre d'informations que je vais aller chercher pour pouvoir faire comme un nettoyage ou libérer la personne ou faire en sorte que l'énergie recircule bien à l'intérieur de toute la structure énergétique de l'être. C'est plus clair? Ça ressemble à la kinésiologie, ça, un petit peu. Je n'ai rien du tout contre en plus, il y a des personnes ici, hein, voilà. Donc, il y a pas, non, c'est pas on n'est pas du tout dans la même pratique. Oui, pas du tout la même pratique. Ah oui, d'accord. Eux, ils se servent un peu des blacos, finalement, du toucher pour savoir, non, c'est pas ça. Alors, vous mettrez en relation toutes les deux, hein, comme ça. Elle vous expliquera, elle t'expliquera de façon plus précise. Mais dans le soin tel qu'il est au niveau énergétique, non, ce n'est pas la même chose. Alexia? Ah, je croyais que tu faisais... D'autres questions? Très bien. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier infiniment pour ce moment qu'on a passé ensemble. Je vais remercier toutes les personnes qui étaient là, malheureusement, qui n'ont pas pu parler. Mais si vous avez des questions, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir me les poser par écrit et je vous répondrai. En tous les cas, merci beaucoup à tous. Merci pour votre attention et bonne soirée, bonne nuit. Merci. Merci.